Illustres téléspectateurs, Madame, Monsieur, bienvenue sur PSTV, la chaîne de télévision de la présidence de la République du Cameroun. En guest star sur Tribune spéciale aujourd'hui, Paul Atangadji, ministre de l'administration territoriale, agent du gouvernement dans les processus électoraux au Cameroun et surtout auteur d'un volumineux ouvrage, 392 pages, ouvrage abondamment documenté, illustré et publié en juillet 2025 aux éditions de la Sangha en Croatie. Le titre de l'ouvrage en dit long, vous en conviendrez avec moi, sur sa portée et ses ambitions. Atangadji Paul, 37 ans de fidélité sans faille au président Paul Biya et aux institutions républicaines. En sous-titre, comprendre le sens de mon combat permanent pour le respect de la légalité républicaine. Nous en reparlerons. Merci, Monsieur le ministre, d'accepter de nous recevoir dans votre cabinet ministériel. Apparemment requinqué, il n'y a pas longtemps, il a fait l'objet d'un curieux incendie. Merci. Bon, je suis heureux de vous accueillir au ministère. Cet incendie, c'était à la suite d'un court-circuit. L'incendie a été vite circonscrit. Il n'y a pas eu de dégâts. C'est la bonne. Il n'y a pas eu de dégâts. Et puis, bon, le travail a repris son cours normal. Chez nous, il n'y a pas eu grand souci. Avec votre permission, nous voudrions faire le tour des questions d'actualité. Comme vous le savez, le Cameroun vient d'organiser deux élections d'importance, les élections régionales du 30 novembre et peu avant l'élection présidentielle du 12 octobre. Monsieur le ministre, quelle appréciation pourriez-vous porter sur cette longue séquence électorale au Cameroun? Peut-on dire Paris gagné? On peut dire Paris gagné parce que lors de son discours de fin d'année, le 31 décembre 2024, le président Paul Biya a fait allusion à ces échéances électorales. Et l'occasion était donnée pour sensibiliser les Camerounais. Parce que le président Paul Biya, dans sa haute sagesse, a bien dit que ça sera le moment pour les Camerounais de s'exprimer librement et de faire leur choix. Il en a appelé, n'est-ce pas, aux acteurs politiques de faire preuve de maturité, de faire preuve de responsabilité. Alors nous avons donc, comme vous avez si bien dit, il y a eu l'élection présidentielle le 12 octobre 2025. Et par la suite, les élections régionales, des conseils régionaux, le 30 novembre. Je peux légitimement parler de satisfaction parce que c'est des échéances électorales importantes pour le Cameroun et pour l'avenir de notre pays. L'élection présidentielle, je peux le dire, que le président Paul Biya avait donné des très hautes instructions pour que le scrutin présidentiel soit bien organisé, qu'il soit un scrutin apaisé, transparent et organisé dans un environnement sécurisé. Et jusqu'au 12 octobre, le jour du scrutin, je crois que c'était Paris gagné. Parce qu'il y a eu 2 semaines de campagne électorale, en dehors de quelques excès verbaux que nous pouvons déplorer, la campagne électorale s'est déroulée sans incident majeur. Il y a donc eu le scrutin présidentiel et qui a été un scrutin apaisé. Les observateurs internationaux et nationaux ont constaté que l'élection était bien organisée. Combien y en avait-il, les observateurs? Il y avait 5657 observateurs que nous avons accrédités. Et ils étaient dans les 10 régions. Ils étaient dans les 58 départements. Et donc, ils ont fait un rapport parce qu'il est de coutume, lorsque nous leur donnons les accréditations, ils doivent nous présenter un rapport après le scrutin. J'ai reçu près de 240 rapports. L'Union africaine, les autres
associations qui sont crédibles. Et chaque groupe semblait dire que le scrutin s'est bien déroulé, bien organisé. Et d'ailleurs, lors de son discours de prestation de serment, le chef de l'État est revenu sur ça. Il a félicité les CAM pour un travail bien fait. Donc, je crois que le sentiment, nous pouvons légitimement parler d'un sentiment de satisfaction parce que le ministère de l'administration territoriale accompagne le processus électoral. Et les CAM reste l'organe indépendant chargé d'organiser le scrutin au plan matériel. Donc nous sommes là pour sécuriser le processus. Ça veut dire qu'il y a des zones où nous avons quelques défis sécuritaires. Nous sommes obligés, n'est-ce pas, d'accompagner les CAM afin que les bureaux de vote soient sécurisés, afin que les populations puissent aller voter, rentrer tranquillement. Et je pense que nous avons vraiment essayé de faire cette tâche-là honorablement. Nous avons les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité. Nous avons mis un système où les élections ont été bien encadrées. Et il n'y a pas d'incident en tant que tel avant et jusqu'on peut dire le 12 où le scrutin s'est déroulé. Il y a eu des incidents après. Oui, on en reparlera. Après l'élection présidentielle, on a assisté le 30 novembre avec moins d'engouement que lors de l'élection présidentielle. On a assisté à l'élection des conseillers régionaux. C'était le 30 novembre. Les résultats ont commencé à tomber. On n'a pas attendu aussi longtemps que lors de l'élection présidentielle. Alors, à quand la mise en place des nouveaux exécutifs régionaux? Alors, logiquement, c'est le deuxième mardi. Donc, au fur et à mesure que les élections... Parce que, logiquement, après 72 heures, je crois que les résultats sont connus. Et après, maintenant, le principe, il y a un premier mardi. Et le deuxième mardi, chaque groupe, les chefs traditionnels, les conseils vont se regrouper pour désigner les exécutifs régionaux. Et c'est un processus, une fois de plus, nous allons encadrer pour s'assurer que ça se déroule normalement. Donc, les résultats sont là, ils sont, je peux dire, même connus. Et on va dire que, avant, je lisais encore les rapports des gouverneurs, on constate que, je crois que, si je ne me trompe pas, c'est le RDPC qui a pratiquement gagné dans les 10 régions. Il y avait l'UNDP qui avait la Damawa, mais cette fois-ci, je crois que le RDPC a travaillé davantage pour récupérer le conseil régional de l'extrême nord entre les mains de l'UNDP. Donc voilà les résultats ou les statistiques ou les rapports que nous avons reçus avant le début de cette émission. Alors peut-on dire, Monsieur le ministre, que la page électorale pour le compte de l'année 2025 soit véritablement tournée au regard des dégâts post-électoraux enregistrés et des comptes qui restent à solder, notamment après le 12 octobre, après l'élection présidentielle. Commençons, si vous en avez convenance, par le bilan des tensions post-électorales enregistrées au lendemain des tournées d'évaluation que vous venez d'effectuer dans certaines régions du Cameroun. Je crois que vous avez fait le tour des régions fortement affectées par ces tensions post-électorales. Au jour d'aujourd'hui, quel est le risque? À quoi s'exposent, pour s'exprimer plus clairement, ceux qui se sont rendus coupables des tensions enregistrées ici-là et même des dégâts que l'on a pu constater à gauche et à droite? Merci pour cette question. Il est important de souligner, je disais tantôt, que jusqu'au 12 octobre, le scrutin n'a pas eu de problème. Mais nous avons eu, pendant la campagne, il y a un candidat belliqueux qui a tout fait pour saboter le processus électoral. Parce qu'il y a une élection présidentielle, c'est la mère des élections. Et le peuple souverain s'exprime à travers une élection présidentielle. Bien sûr, chacun peut avoir des appréhensions, mais je crois que nous avons les lois de la République et les lois qui régulent, qui encadrent le processus électoral. Et chaque candidat a l'obligation de respecter les lois de la République. Mais il y en a d'autres qui ont un agenda caché. Au lieu de participer au scrutin présidentiel, mais ils ont voulu déstabiliser le Cameroun avec l'appui des ennemis
de la République. Alors ce candidat n'a pas attendu les résultats. Il s'est autoproclamé vainqueur avec ses affidés, ses complices. Et ils ont poussé les Camerounais à revendiquer une victoire qui n'existe pas. C'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats d'une élection présidentielle. Dès lors que nous avons terminé les votes, les rapports sont envoyés au Conseil constitutionnel qui les examine avant de proclamer. Alors ceux qui prennent ce risque de s'écarter de la légalité pour perturber le processus électoral, ils s'exposent aux sanctions. Les lois de la République doivent être respectées. Et dans ce domaine, la République doit être exemplaire quand il s'agit de traquer, n'est-ce pas, les ennemis, ceux qui ne veulent pas respecter ces lois. Donc, nous avons rendu compte au chef de l'État parce qu'il a voulu savoir ce qui se passait et nous avons constaté, comme le chef de l'État a dit lui-même lors de la prestation de serment, qu'il y avait des violences inouïes dans certaines régions. Mais grâce au professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, sur l'encadrement des autorités administratives, on a vite maîtrisé le désordre. On n'a pas laissé prospérer le désordre pendant longtemps. Parce que, dites-vous, les assaillants étaient drogués. Ils avaient des armes blanches, ils avaient des armes de guerre. Ils ont drogué les enfants avec le tramadol, les whisky en sachet. Ils ont pillé, brûlé, vandalisé, détruit les biens publics, les biens privés, incendié les sous-préfectures, incendié les bureaux de l'ECAM. Donc il y aura une facture à payer, bien évidemment. Et ceux qui sont comptables, ce sont ceux qui ont lancé ces mots d'ordre irresponsables pour revendiquer une prétendue victoire qui n'a jamais existé. Donc, sur ce, les gens ont été interpellés, environ 1250. Il y avait beaucoup de mineurs, environ 300 mineurs, 12, 14, 16 ans. Et puis, le chef de l'État, qui est père de la nation, avait demandé qu'on regarde, n'est-ce pas, le niveau d'implication de ces jeunes innocents qui ont été poussés dans cette entreprise criminelle par les hommes politiques sans scrupules. Et nous avons examiné, il y a environ 215 mineurs qui ont été élargis, mais sur caution des parents. Parce que les parents sont venus pleurer en disant que ces enfants ont été manipulés. Mais on leur demande, quand on manipulait les enfants, vous, les parents, vous étiez où? Donc, bien évidemment, à 12 ans, 13 ans, 14 ans, on ne sait pas grand-chose, puisque ces enfants ne participent même pas au scrutin à leur âge. À 12 ans, on n'est pas votant. À 15, 16, 17 ans, on n'est pas votant. Mais vous savez, c'est pour dire que ces hommes politiques sont extrêmement dangereux. Donc, il y a eu au total environ, je crois, 16 morts, pas 48, parce que les médias parlent de 48 morts. Non. Dans la région de l'Adamawa, il n'y a pas eu de décès. Dans la région de l'extrême-nord, il n'y a pas eu de décès. Dans la région de l'ouest, il y avait un cas de décès. Dans la région de l'est, il y avait 3 décès. Dans la région du nord, il y avait 3 décès. Dans la région du littoral, il y avait 9 décès. Et il y avait aussi 4 décès, des gens piétinés quand les foules étaient en train d'envahir un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. Les forces de défense et de sécurité ont fait preuve de professionnalisme. Voilà pourquoi on a lu. Vous savez, à l'ouest, il y a eu un seul cas de décès. À Douala, il y a eu un peu plus parce que c'est là où il y avait beaucoup d'hostilité. Ils ont incendié les stations, ils ont attaqué les postes de gendarmerie, ils ont attaqué les commissariats de police. Mais il faut saluer le sang-froid et le courage, la détermination des forces de défense et de sécurité qui, malgré cette provocation, sont restés professionnels. Est-ce qu'il y a eu des pertes en vie humaine de ce côté-là? Non. Il y a eu beaucoup de blessés, les gendarmes, les policiers, mais pas de pertes en vie humaine. Je dis une fois de plus, nos forces ont fait preuve de beaucoup de courage et beaucoup de détermination. Beaucoup de sang-froid surtout ils ont encaissé les coups, mais ils n'ont pas riposté. À chaque fois que les forces ont riposté, c'est dans la posture de légitime défense. Parce que les gens doivent savoir que seules les forces de l'ordre ont
ce pouvoir de la contrainte légitime. Donc, eux, ils peuvent riposter quand elles se sentent en danger. Donc, nos forces ont riposté dans la posture de légitime défense. Et nous constatons que l'ordre a été rétabli avec très peu de dégâts collatéraux. Monsieur le ministre, le président de la République, le vainqueur du scrutin du 12 octobre 2025, lors de son discours de prestation de serment, a eu à appeler, il appelle toujours à l'apaisement, à la paix, à l'unité nationale. Par rapport à cette main tendue qui, au plan politique, se comprend, quel est le sort qui sera réservé à qui se sont rendus victimes de dégâts dont vous venez de faire état? Lors de ma tournée dans les régions, j'ai été dans la région de l'Adamawa, dans la région de l'extrême nord, dans la région du nord, dans le littoral, à l'est, à Bafoussam. J'ai remis une copie du discours du chef de l'État à toutes les chefs de communauté. Parce que le discours du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à l'Assemblée nationale, est un discours historique. C'est un discours extrêmement important. C'est un document de travail, c'est une feuille de route. Parce que le président Paul Biya, qui est un homme d'État de dimension mondiale, plein de sagesse, plein de clairvoyance, à l'Assemblée, était, comme d'habitude, le père de la nation. Donc, c'est un discours d'ouverture, un discours d'espérance, un discours de grandeur, mais également un discours de fermeté. Parce que le chef de l'État a dit « l'ordre régnera ». Parce que dans le désordre, on ne peut rien bâtir. Et c'est un septennat de beaucoup de défis. Donc il faut l'ordre. Et nous devons tout faire pour maintenir l'ordre et la stabilité. Nous n'oublions pas, le président Paul Biya, dans sa haute sagesse, dans sa sagesse légendaire, insiste dans plusieurs de ses messages qu'il faut préserver les acquis de la nation. Le président Paul Biya, le Cameroun, c'est notre bien commun. Nous devons l'aider à consolider les acquis de la nation, la paix, la stabilité, l'unité nationale, le développement. Ce sont là les acquis de la nation, la paix, la stabilité, l'unité nationale. Nous devons préserver. Donc nous devons écarter ces messages de haine, les discours de haine, le tribalisme et tous les comportements qui sont de nature à détruire, n'est-ce pas, cette cohésion bâtie de main de maître par le président Paul Biya pendant des décennies. Au-delà des acquis, le président Paul Biya prend également un certain nombre d'engagements. Il parle de donner une certaine priorité, si ce n'est la priorité aux jeunes et aux femmes. Il parle d'améliorer, de moderniser le fonctionnement de l'État et l'accommoder aux exigences de notre environnement. Qu'est-ce que vous entendez par ces différents engagements, Monsieur le ministre? Dans la haute sagesse du chef de l'État, le président Paul Biya, j'ai dit chaque fois, c'est un homme d'État qui suscite beaucoup d'admiration. Le président Paul Biya dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Le président Paul Biya, pendant des décennies, nous tient le langage de la vérité. Le langage de la vérité. Et nous devons s'inspirer. Vous savez, donc moi je fais confiance. Le président Paul Biya a promis que l'accent sera mis sur les femmes, les jeunes et tout. Donc nous savons que d'ailleurs, il y a le procureur général de la Cour suprême, c'est une femme, c'est déjà une preuve que le président Paul Biya est un chef d'État conscient et conséquent. Le président Paul Biya est un chef d'État clairvoyant, conquérant, consistant et percutant. Donc, nous devons lui faire confiance. Nous devons se mettre derrière lui parce qu'il connaît le Cameroun mieux que nous tous. Les gens parlent du Cameroun. Combien de personnes connaissent le Cameroun comme le président Paul Biya? Le président Paul Biya a l'avantage sur nous. Il nous devance tous parce que le président Paul Biya connaît le Cameroun profond et il connaît les Camerounais. Donc, avec son expérience, avec sa clairvoyance, sur sa conduite éclairée,
je suis convaincu que c'est des lendemains meilleurs qui nous attendent tous. Tribune spéciale Super CTV, notre invité Paul Atangadji, ministre de l'Administration territoriale. Mesdames, Messieurs, je vous reviens dans quelques instants pour faire parler l'auteur d'un essai politique à connotation biographique. À tout à l'heure. Monsieur le ministre, permettez que je réitère nos remerciements pour votre disponibilité à répondre aux questions de PSTV, cette fois-ci en votre qualité d'auteur. Vous avez produit un volumineux ouvrage où vous vous présentez comme président fondateur des entreprises des jeunes hommes d'affaires, directeur de Global Finance, fondateur de l'Union des anglophones contre le retour au fédéralisme, président de Highland Corporation Bank, président directeur général de la même banque en tant qu'actionnaire majoritaire, ministre chargé des missions à la présidence de la République, secrétaire permanent du Conseil national de sécurité, et puis vous êtes en poste ministre de l'administration territoriale, vous l'êtes depuis 2018. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous aider à compléter votre bio-express, celui que je viens de présenter, avant votre engagement professionnel? Les jeunes gens qui vous suivent aimeraient en savoir davantage sur votre cursus scolaire, voire académique. Merci. Vous avez dû constater que je suis un financier à la base. J'ai un master en finance, banque et finance. J'ai créé Global Finance. Je suis resté dans les hautes finances pendant très longtemps. Déjà en 1982, j'étais le directeur de Global Finance. Ensuite, directeur général de la Highland Corporation Bank, président directeur général. Quand j'ai racheté, n'est-ce pas, la banque, je suis devenu actionnaire majoritaire. Donc, j'ai exercé dans la haute finance pendant de très longues années. De très longues années. Et puis, j'ai vendu mon expertise à plusieurs pays africains. Je n'ai pas voulu en parler beaucoup dans ce livre, mais vous avez constaté que j'ai aussi beaucoup voyagé. Donc, j'ai exercé dans la haute finance pendant de très longues années. De très, très longues années. Je suis une référence parce que de temps en temps, quand des établissements financiers ont des difficultés, ils font recours à mon expertise. J'ai aidé plusieurs banques à se redresser, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, j'ai une très, très longue expérience en monnaie et finance. J'ai élevé des enfants qui sont aujourd'hui les directeurs généraux des banques au Cameroun et ailleurs. Les jeunes que j'ai recrutés à la Highland Corporation Bank, il y en a qui sont à l'étranger, ils dirigent des très, très grandes banques. Et donc, et le chef de l'État m'a donc fait l'honneur, à ma modeste personne, de me nommer au gouvernement. Et j'essaie également d'apporter mon expertise, mon courage, ma détermination derrière le chef de l'État, n'est-ce pas, pour un grand Cameroun. Parce que nous devons tous être derrière le chef de l'État pour la construction d'un grand Cameroun. Alors, comme vous le savez, s'engager à écrire un livre et même à le publier, c'est accepter de se livrer un tout petit peu. Alors, qu'est-ce qui vous motive ici et maintenant à faire braquer sur vous les feux des projecteurs, au propre comme vous figurez? Alors d'abord, le livre, c'est pour parler du président Paul Biya. Parce que je constate que les Camerounais ne connaissent pas le président Paul Biya. Le président Paul Biya, c'est au-delà de tout. C'est un chef d'État qui suscite l'admiration. J'ai voulu parler de 37 ans d'engagement permanent derrière le chef de l'État. Et je disais tantôt que le chef de l'État, le président Paul Biya, est un chef d'État clairvoyant. Il est cohérent, il est consistant, il est conquérant et il est percutant. Le président Paul Biya a beaucoup de finesse dans tout ce qu'il fait. Il aime le travail bien fait. Il n'aime pas des gens paresseux. Il n'aime pas des gens qui se découragent au premier obstacle. Donc j'ai voulu d'abord présenter qui est le président Paul Biya.
surtout peut-être aux Camerounais et aux étrangers. Parce que plusieurs personnes parlent du président Paul Biya sans le connaître. Donc le livre, c'est d'abord parler du président Paul Biya. Ce qu'il a fait pour le Cameroun, ce qu'il a fait pour l'Afrique et son expérience qui va au-delà même du Cameroun. J'ai eu la chance d'assister à plusieurs audiences quand j'étais à la présidence. Et puis les invités du président Paul Biya, ils disent tout le temps que le président Paul Biya n'était pas né pour gouverner le Cameroun. C'est un président qui est né pour diriger les grands pays parce qu'on le trouve très avancé par rapport à ses propres collaborateurs. Alors vous parlez du temps, vous dites qu'il est très avancé de la vie de ses invités. Mais que répondriez-vous à ceux qui, en revanche, lui font le procès d'avoir fait son temps et tout ce quanti? Vous savez, les gens, une fois de plus, moi j'ai eu le privilège de travailler à côté du président Paul Biya. Le président Paul Biya, c'est toute une école. Quand vous avez la chance d'être reçu en audience par le président Paul Biya, il vous donne toute une leçon de vie pendant l'audience. Et le président Paul Biya vous met à l'aise parce qu'il vous donne des conseils pour l'avenir. Et ce qui nous a fascinés, ce qui m'a souvent fasciné, c'est la profonde connaissance du Cameroun et du monde. Vous avez vu, j'ai assisté à une trentaine d'audiences. Le chef de l'État m'a fait honneur de m'associer à plusieurs audiences. Et je dis, chaque interlocuteur, les visiteurs, les envoyés spéciaux, les ministres, même les chefs d'État, quand ils parlent du président Paul Biya, c'est avec beaucoup de respect. Le sage de l'Afrique. Et quand il y a une situation en Afrique, on dit qu'on attend la position du président Paul Biya. Quand il se prononce, les gens le suivent. Donc c'est une expérience dont je dis, vous savez, le président Paul Biya est vénéré dans le monde. Il est vénéré dans le monde. Mais au Cameroun, parfois, on parle du Cameroun. Bon, c'est vrai, le président Paul Biya a donné cette démocratie, mais il faut qu'on utilise la démocratie judicieusement. Donc le livre avait d'abord pour but, pour dire, ceux qui travaillent avec le président Paul Biya, il ne les oublie jamais. Vous avez constaté que même quand j'avais 27, 28 ans, à chaque fois que je donnais les dons à l'État, le chef de l'État renvoyait une lettre de remerciement à travers le ministère, tel ministre. Et vous voyez, je peux vous dire, depuis 1987, le président Paul Biya a répondu à toutes mes correspondances. C'est le signe d'une administration qui fonctionne parfaitement. Vous rédigez une lettre à la présidence de la République, que vous soyez Bayam Selam, que vous soyez... Cette lettre, dès que le chef de l'État prend connaissance de votre situation, vous avez la réponse. Il faut... Je suis bien placé. Il y a beaucoup de témoignages dans ce sens, effectivement, que nous connaissons. Exactement. Alors, monsieur le ministre, il y a dans cet ouvrage un certain nombre de situations que vous passez en revue, puisque, comme vous le savez, l'homme se mesure par rapport aux obstacles, par rapport à l'obstacle. Vous observez quand même que le président Paul Biya a fait face depuis 2016 officiellement à une crise politique sans précédent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et vous y consacrez un long chapitre dans votre ouvrage. Alors, tout y est passé en termes de recherche de solutions à cette crise jusqu'à la tenue du grand dialogue national à l'initiative du président Paul Biya lui-même. Mais sur le terrain, je ne sais pas si vous faites la même observation comme nous, la résistance des sécessionnistes ne semble pas faiblir en dépit de la résilience des populations. Comment sortir définitivement de cet état de mi-paix, mi-guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Je suis mieux placé, je peux dire sans risque de me tromper que le calme est revenu. Et puis, c'est résiduel, tout ce qu'on enregistre aujourd'hui, les kidnappings contre rançon, avec demande de rançon et des choses comme ça. Vous savez, c'est là où nous disons aux gens, il faut faire très attention. Le désordre ne profite à personne. Nous savons que ça commence tel jour, on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Et vous connaissez ma position. Pour moi, je dis que les anglophones ne sont pas marginalisés. Ils n'ont jamais été marginalisés. Vous le dites encore dans l'ouvrage. Et j'ai publié plusieurs articles dans Cameroun Tribune, pratiquement une trentaine d'articles, où j'explique aux gens, voici ce que le président Paul Biya a fait aux anglophones depuis 1987.
1982. Et je donne même une preuve que la première alliance politique à l'intérieur du Cameroun a été signée avec la région du Nord-Ouest. Pour preuve, le président Paul Biya était dans la région du Nord-Ouest, à l'époque c'était la province du Nord-Ouest, en 1983 pour sa première visite en tant que chef d'État. Le président Paul Biya est revenu en 1984, en octobre, pour le comice agro-pastoral. Le chef d'État est revenu à Bamenda en 1985 pour le congrès de l'UNC qui donnera naissance au RDPC le 24 mars. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, pour ceux qui ne le savent pas. Et quand il a fallu organiser le cinquantenaire de l'armée, le chef de l'État a choisi « je pars à Bamenda ». Donc, c'est un contrat social. Le président Paul Biya a respecté ce contrat social à l'égard des populations anglophones, à l'égard des populations de la région du Nord-Ouest. Mais qu'est-ce que nous en avons fait? Est-ce que nous avions été à la hauteur de cette haute confiance du chef de l'État à l'égard des populations du Nord-Ouest? Et c'est donc ça que je pose le problème que nous devons faire, notre examen de conscience. Et, n'est-ce pas, fait peut-être ce qu'on peut appeler notre mea culpa, et se redresser et faire les choses correctement. Nous devons être politiquement corrects pour dire les choses simplement. Monsieur le ministre, je voudrais qu'on en dise encore un mot sur la crise qui prévaut dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le chef de l'État a fait tenir un grand dialogue national qui a produit ses effets. Nombre de sécessionnistes, il faut les appeler ainsi, les ex-combattants, sont devenus des enfants qui ont été remobilisés et intégrés dans la société. Mais le chef de l'État ne s'arrête pas là. Il continue de tendre la main. Bien évidemment, je vous disais tantôt, le président Paul Biya, c'est le président de la République, chef de l'État, chef des armées, mais père de la nation. Voilà pourquoi, ayant constaté le désordre et ces actes de vandalisme dans les régions, il a créé le DDR, le Centre national de désarmement, démobilisation et réintégration. Et il a donné la possibilité aux terroristes et ces ex-combattants de déposer les armes. Et pour ceux qui déposent les armes volontairement, ils sont intégrés dans les centres DDR. Et ça marche très bien. Aujourd'hui, nous avons environ 2500 Boya et Bamenda et l'extrême nord qui ont déposé les armes. Parce que c'est des jeunes qui ont été manipulés. On leur a dit qu'il va y avoir un État anglophone. On a dit lors des accords, lors du plébiscite de 1961, il y avait une option, c'est-à-dire que le Cameroun pouvait aller au Nigeria, il pouvait rejoindre le Cameroun indépendant ou avoir l'indépendance, qui était un mensonge terrible. C'est de la manipulation. Donc aujourd'hui, les gens ont compris qu'il n'y aura jamais un État anglophone. Il y a une république et nous devons tous travailler à l'intérieur de la république. Donc, même chez les chrétiens, on dit sans l'acte de contrition, il n'y a pas de rédemption. Dans le centre DDR, c'est l'acte de contrition. Ça veut dire que quelqu'un reconnaît que j'ai mal fait. J'ai pris les armes contre mon pays, je dépose les armes et je vais dans le centre DDR. Et dans ces centres, le chef d'État a aménagé plusieurs facilités. Les ateliers de couture, maçonnerie, menuiserie, agriculture. Et chacun qui entre dans le centre a au moins la possibilité d'apprendre un métier. Parce que la plupart de ces ex-terroristes, les combattants et tout ça, c'est des gens qui, pour la plupart, n'ont pas fait des études. Donc, dans le centre DDR, ils ont la possibilité de commencer leur reconversion. La reconversion, c'est, d'abord, c'est des enfants qui ont été drogués pendant de très longues périodes. Il y a donc des psychologues qui sont dans chaque centre et ils reprennent leur vie complètement comme à la base. Ils vont à l'école, ils font la prière. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des protestants, ils font la prière. Et puis, ils peuvent s'adapter. Et au bout de 9 mois, 1 an, on leur donne un certificat et une petite aide pour recommencer. Donc aujourd'hui, lorsqu'on rencontre ces gens, ils nous disent « Ouais, monsieur le ministre, s'il vous plaît, il faut dire merci au président de la République. Parce que le centre DDR nous a beaucoup aidés. Je ne connaissais aucun métier, mais avec les facilités
dans les centres DDR, j'ai pu apprendre un métier. Je suis tailleur aujourd'hui, d'autres disent que je suis mécanicien, d'autres disent que je suis informaticien. Donc le chef d'État a mis en place les facilités au sein des centres DDR pour permettre à chaque terroriste ou ex-combattant de déposer les armes, mais la contrepartie, c'est d'apprendre un métier. Parce que l'oisivité, vous savez, ce n'est pas une très bonne chose. Donc, ils sont là, ils sont occupés, ils sont encadrés, et quand ils sortent, ils deviennent des Camerounais responsables. Il n'y a pas eu jusqu'ici de retour en arrière, c'est-à-dire des gens qui viennent, constater ce qu'il y a et sont tentés de rentrer en brousse. La plupart de ceux qui ont déposé volontairement les armes, lorsqu'ils intègrent ces centres, ils ont de la peine même parce qu'ils nous disent « j'ai fait tant de mal à ma communauté, mais grâce au président Paul Biya, je ne suis pas en prison. J'ai été récupéré dans les centres DDR, maintenant je peux mener une vie sans crainte. » Donc là, il y a des gens qui font beaucoup de confessions, et ils disent merci au président Paul Biya, parce que grâce au centre DDR, nous sommes devenus des Camerounais responsables. Il y en a qui produisent, qui font des activités lucratives, qui travaillent. Et ils disent que nous avons été induits en erreur par nos aînés qui nous ont raconté des choses. Bref, nous pensons que le chef de l'État fait beaucoup pour les deux régions. Et le centre DDR, c'est encore une preuve. D'ailleurs, vous parlez du grand dialogue national, il y a le statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Donc, c'est des innovations qu'on n'avait pas. Ça a déjà expérimenté au moins 2 reprises lors des élections régionales. Monsieur le ministre, je m'en voudrais de ne pas évoquer une question d'actualité brûlante. Ça brûle vraiment dans les médias, dans les réseaux sociaux, depuis l'annonce du décès d'un compatriote en détention, un homme politique bien connu. C'était au début de ce mois. Malgré les communiqués du gouvernement sur cette triste nouvelle, on entend bien des choses que je ne peux pas reprendre ici par respect pour la mémoire de ce compatriote. Je voudrais parler de Anissé Kane. Quelle a été votre réaction à l'annonce de ce décès? Bon, d'abord, je dis en tant que chrétien que son corps repose en paix. Mais il faut éviter les amalgames. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'amalgames au sujet de M. Ekane Anissé. Les gens disent que c'était mon ami. C'est une connaissance, je le connais. Il y a d'autres qui ont dit que ce n'était pas notre ami, mais en tant que tutelle politique, quand il venait ici pour les affaires de Manidem, bon, ma porte était ouverte, je le recevais. Alors je le savais malade. Il y a 1 an, il était gravement malade. Il a envoyé un message SOS à M. le ministre de l'AT. Je suis au CHU. Je suis abandonné à moi-même. J'ai appelé au CHU, est-ce qu'il est là? On m'a dit oui. Bon. Vous savez, le président Paul Biya nous inculque quelque chose de spécial. Nous sommes des humains, parce que le président Paul Biya est un grand humaniste. La première dame, Madame Chantal Biya, est une grande femme humaniste. Donc le président Paul Biya nous enseigne que dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir un comportement humain, en dépit des comportements parfois désobligeants de certaines personnes. Alors quand Ekane Anissé m'envoie le message SOS, je demande d'abord à quelqu'un de mon cabinet d'aller à l'hôpital. On nous dit que bon, même les factures ne sont pas payées. Je fais un dépôt. Et j'ai dit au médecin que quand je veux partir du bureau vers 20h, 21h, 23h, ce jour-là, je suis arrivé là-bas à 23h à l'hôpital. Alors j'ai vu Ekane Anissé. Il était dans il y a 1 an, environ 1 an, il était dans une situation de désespoir total. J'ai dit, bon, je peux vous aider avec la prière. Les médecins m'ont fait cas de votre... Mais je dis que tenez bon. J'ai payé la facture, j'ai donné une assistance et j'ai promis que je veux revenir. Après 1 semaine, le médecin... À titre personnel? C'est à titre personnel. Je le fais vraiment à titre personnel. Je suis reparti là-bas le voir 1 semaine après. Et quand j'ai discuté avec lui, j'ai dit, Anissé, je vous dis une chose. Votre âge ne vous permet plus de faire le désordre. J'ai dit, je veux vous parler maintenant comme une connaissance. Vous avez fait beaucoup de désordre politique dans votre vie.
Maintenant, j'espère que si Dieu vous donne la chance de vous mettre debout, vous allez éviter le désordre. Voilà le message que je donne à Anissé Kani. J'ai dit, vous avez fait beaucoup de désordre politique. Vous avez... Vous dites il y a à peu près un an. Il y a à peu près 1 an, 2 mois. Il était au CHU. Et je suis allé le voir. Je l'ai accompagné, j'ai accordé une aide, mon assistance, mais j'ai tenu à lui dire la vérité. Alors, maintenant, il est sorti de l'hôpital. Il est venu me dire merci pour l'aide. Après, silence radio. Je découvre Anissé le jour où il dit qu'il a donné l'aval à Maurice Kamto pour les élections présidentielles. Bien évidemment, je vais dans les archives, je trouve que il n'avait pas le droit de le faire. Et je fais le rapport acquis de droit et j'explique à Edekam que non, il n'est pas... Bon, ça, son choix politique, c'est tout à fait normal. Mais ce que je n'accepte pas, qu'on parle d'un héros, martyr, non, c'est pas correct. Les gendarmes ont fait leur travail. Il a été bien encadré à l'hôpital. Je vous dis, il a posé un acte vraiment d'une extrême gravité. L'élection présidentielle se déroule le 12 octobre. On ferme les bureaux de vote à 18h. À 20h, et Kane Anissé et Ndjekamcha signent un communiqué et ils proclament ouvertement que Issa Chirouba a gagné les élections. Le document circule. Et il passe à la radio le lendemain, il dit, j'appelle l'armée, la police, la gendarmerie, les autorités administratives de confirmer la victoire de Chirouma. On aurait dû l'interpeller ce jour-là. Parce que c'était une preuve tangible qu'il fait obstruction au processus électoral. Il n'a pas interpellé, il n'a pas été interpellé. Il était libre de ses mouvements. Par la suite, ils ont fait une réunion. Ils ont décidé d'acheter le tramadol et la drogue pour donner aux enfants. Et dans cette logique, ils ont signé un communiqué qu'il y aura l'insurrection jusqu'à ce que Issa Chirouma récupère une prétendue victoire. Donc, il faudrait qu'on sache qu'il n'y a pas l'amalgame. Vous savez, être malade, ce n'est pas un passeport, un passe-droit pour violer les lois de la République. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, les pieds sont enchaînés. Parce qu'on vous soigne, mais vous êtes coupable de quelque chose. Donc vous payez le prix de votre culpabilité. Donc je suis très très gêné quand on commence à parler de « il est mort à martyr », « il est mort, c'est un héros ». Non, c'est Jésus-Christ seul qui est mort pour sauver le monde. Hein. Après Jésus-Christ, il ne faut pas que les gens cessent de dire que c'est Jésus a donné sa vie pour sauver l'humanité. Alors si quelqu'un dit aujourd'hui qu'il va mourir pour sauver, il est devenu fou. Donc il est mort, vraiment, paix à son âme, mais il faut éviter de dire que c'est un martyr ou c'est un héros national. Non, il n'est ni l'un ni l'autre. Il est sur les coups de poursuites judiciaires. Rébellion contre la République, incitation à la haine. Ils ont même financé cette insurrection. Les preuves sont là. Ils ont drogué les enfants. Vous savez, les stupéfiants, la drogue est interdite au Cameroun. Donc, il a été interpellé. Et puis, je crois que la gendarmerie, l'armée, il y a des médecins compétents au sein de nos forces de défense et de sécurité. Donc, il a eu des commodités. Il a été accompagné. Moi, je vous dis que je suis allé le voir à l'hôpital il y a 1 an. Et je dis sincèrement que ce n'est pas un miracle qu'il a pu se relever. Et je lui ai tenu le langage de la vérité. Anissé, il faut éviter le désordre. Parce que toute votre vie, vous vous êtes arrangé à vous retrouver du mauvais côté de la République. Je lui ai dit, vous n'êtes pas mon ami, vous êtes une connaissance, mais lorsque vous étiez en difficulté, de manière spontanée, je vous ai aidé. Mais de là à dire que pour quelqu'un, parce qu'il est malade, il a participé activement à cette insurrection qui a été vite stoppée, n'est-ce pas, grâce au professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité. Et dire que, comme il est malade, il devait être en résidence surveillée. Non.
c'était normal qu'il soit interpellé et qu'il vienne répondre de son communiqué. Il a appelé à l'insurrection, signé de lui-même avec Joachim Tchouaméni. Les mêmes personnes que j'ai rencontrées en 1992, pendant l'élection présidentielle. Ils ont posé les mêmes, les Chiruma, Joachim Tchouaméni et Kani Anissé. C'est les mêmes personnes. Après le scrutin présidentiel de 92, ils ont demandé, il faut tout brûler. Ils ont même créé des cartons rouges et des cartons jaunes pour que les gens circulent dans la ville de Douala. Et lorsque nous avons fait une réunion avec le délégué général de la Sécurité nationale, à l'époque, le regretté Jean Fauchivé, la décision a été de les interpeller. Il a été interpellé. Et puis, après, ils ont été élargis. Nous avons pensé qu'à un certain âge, ils sont devenus sages. Mais donc, je voudrais dire, il faut éviter les amalgames. Ils ont été interpellés pour répondre des crimes graves contre la République. Donc, et la mort, c'est... la justice doit suivre son cours. Il faut être clair. Donc, vous pouvez être à l'hôpital et votre pied est enchaîné. Donc, on ne dise pas, vraiment, paix à son âme. Mais ce n'était pas son cas. Il n'a pas été enchaîné. Donc, je vous dis, ça veut dire qu'il n'a pas été enchaîné, mais qu'on ne dise pas qu'il était malade, il ne devait pas être interpellé. Non, si on dit aujourd'hui que si quelqu'un est malade, on ne va pas l'interpeller, mais tous les malades vont agresser, ils vont perpétrer des actes de vandalisme, ils vont même tuer, Non, la loi est là. Et la loi, c'est pour tout le monde. Tout en disant, moi, je suis de ceux qui pensaient qu'ils ne devaient pas mourir dans cette situation. J'ai prévenu Ekani Anissé. Vous, dans toute votre vie, vous vous êtes retrouvé toujours du mauvais côté. Le côté on brûle, on pille, on vandalise et on ébranle la République. À un certain âge, il faut changer. Donc, je voudrais faire cette clarification. Les forces, les enquêteurs n'ont fait que leur travail. Et comme c'est des enquêteurs professionnels, on a accordé à Ekani toutes les possibilités de se soigner. J'ai dit toutes les possibilités, les commodités, les avantages, il était consulté par des médecins. Donc je crois que le communiqué du ministère de la Défense, c'est un communiqué correct, un communiqué juste, un communiqué qui rétablit la vérité. Donc il faut éviter les amalgames en disant que c'était un martyr. Non, c'est Jésus qui est mort, je précise bien, pour sauver l'humanité. Il n'a pas demandé à quelqu'un de violer les lois de la République. Et puis quand il y a un accident de parcours, on dit que c'est un martyr ou un héros. Il n'est ni l'un ni l'autre. On va commencer à atterrir, monsieur le ministre. Je voudrais reprendre ici un certain nombre d'énonciations et vous demander si vous vous y reconnaissez. Alors, je commence par cette énonciation. Paul Biya, une grande porte solide en fer. Je reconnais, j'ai bien dit que les Camerounais ont renouvelé leur confiance au président Paul Biya. Et je dis bien que l'immense majorité des Camerounais, en renouvelant leur confiance à son Excellence, M. Paul Biya, les Camerounais ont refusé de remplacer une grande porte en fer par une petite fenêtre en contreplaqué. C'est ce que j'ai dit. Donc, vous savez, l'opposant qui s'est déclaré, n'est-ce pas, vainqueur, pour moi, c'est une petite fenêtre en contreplaqué. Est-ce que vous pensez que les Camerounais vont une porte en fer grande, ouverte, qui porte bonheur à tout le monde? On va accepter de remplacer une grande porte en fer par une petite fenêtre en contreplaqué? Je ne crois pas. Les Camerounais, c'est un peuple souverain. Ils ont donné la victoire au président Paul Biya, parce que le président Paul Biya, c'est le chef d'État qui maîtrise mieux. En fait, c'est l'assurance. Les Camerounais ont opté pour l'assurance et la continuité dans la transparence et la quiétude. En choisissant le président Paul Biya, c'est ça. Les Camerounais ont opté pour l'assurance et la tranquillité. Une autre énonciation. Paul Atanga dit le Moulinex, le shérif du président Paul Biya. Alors, cette métaphore de Moulinex, il faudrait qu'on s'explique bien. Pour moi, je situe le Moulinex comme le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, c'est le Moulinex. Et ceux qui défient l'autorité de l'État, les terroristes, les bandits de grand chemin,
ceux qui lancent les mots d'ordre irresponsables et ceux qui passent le temps à vouloir détruire le tissu social, pour moi, c'est des condiments. Donc la tomate, l'ail, l'oignon et tout ça. Et lorsque vous mettez la tomate, l'ail, les oignons dans le moulinex, c'est la pâte qui sort. Donc vous êtes écrasé, on ne vous reconnaît pas. Donc c'est ça, je précise bien que le moulinex pour moi c'est le maintien de l'ordre. Et c'est une métaphore. Ça veut donc dire que nous devons respecter les institutions républicaines. Il ne faut jamais chercher à défier l'autorité de l'État parce que le Cameroun est un pays solide, solidement implanté. Et sur la conduite éclairée de son Excellence, le président Paul Biya, le Cameroun est un pays debout, solide. Une autre métaphore, Paul Atanga dit, le shérif du président Paul Biya. Alors le shérif, c'est celui qui fait son travail sans état d'âme. Le shérif, ça veut dire que vous êtes mon frère. Vous piétinez la République, je vais vous interpeller. Sans aucun remords. Parce que si le shérif est complaisant, le désordre va s'installer. Et la République ne peut pas avancer. Donc le shérif, c'est la personne qui fait son travail. D'ailleurs, vous savez, dans le monde entier, le ministre de l'administration territoriale, le ministère de l'Intérieur et tout ça. Non, c'est un ministère très sensible. Donc, lorsqu'on est dans la logique du maintien de l'ordre, on doit faire son travail sans état d'âme. Donc le shérif de la République, c'est celui qui travaille, il n'a pas d'état d'âme. Il est là pour servir le président de la République. Il est là pour donner le bon renseignement au président de la République. Il est là pour exécuter les hautes directives du chef de l'État sans état d'âme. Et c'est un combattant, c'est un exécutant. Le chef de l'État vous dit que voici les orientations. Vous exécutez les instructions du chef de l'État sans état d'âme pour produire le bon résultat. Au bénéfice des populations. Au bénéfice oui. Les instructions du chef d'État, c'est le chef d'État est élu par le peuple souverain. Et il a une feuille de route. Il déroule la feuille de route. Et je suis de ceux qui disent que si le Cameroun, les Camerounais pouvaient appliquer 50% des instructions du chef d'État, le Cameroun serait un paradis. Parce que les instructions du chef d'État en matière de développement sont très claires. J'ai dit que qu'on exécute seulement 50-60%. Les instructions du chef de l'État, c'est des orientations claires et nettes. Et puis le président de la République. Vous savez, nous devons avoir... C'est une chance pour nous d'avoir le président Paul Biya à la tête de notre pays. Parce que c'est un chef d'État qui sait remettre en cause quand ça ne marche pas. Dans 2 ou 3 discours, le chef d'État a dénoncé l'inertie, qui a l'inertie du gouvernement. On ne fait pas ci, on ne fait pas. Le chef d'État a encore sensibilisé les Camerounais en disant que parfois vous tenez des réunions, des séminaires, les ateliers, trop de choses pour aboutir à pas grand-chose. Le chef d'État, dans un autre discours, a dit que nous manque-t-il? Nous avons ceci. Donc, le président Paul Biya est un chef d'État concurrent. Il est offensif. Mais est-ce que les gens arrivent à le suivre? Je crois qu'il est très en avance par rapport à plusieurs de ses collaborateurs. Le chef d'État, ça c'est le constat que j'ai. Parce que quand vous voyez le fonctionnement du président Paul Biya, il n'y a pas le hasard dans son fonctionnement. Le président Paul Biya est méthodique, il est clairvoyant. Quelle que soit la pertinence de vos idées ou de l'étude, dès que le président Paul Biya vous dit « mets ça de côté », il faut le suivre. Ça veut dire qu'il a déjà vu le danger là où vous ne voyez pas. Donc, je pense que c'est une chance pour nous d'avoir le président Paul Biya, président du Cameroun. C'est une chance. Nous devons apprendre, nous devons accepter cette humilité d'apprendre auprès d'un grand maître qui est le président Paul Biya. On va sortir par là, par la pesée. Alors, combien pèse cet ouvrage? Il est bien lu, j'ai du mal à le souvenir. Alors, on appelle ça, c'est le format beau livre. Les Français appellent ça, c'est le format beau livre. Et c'est un livre illustratif. Voilà pourquoi il y a des photos, il y a des lettres, il y a des archives. Cameroun Tribune, radio et tout ça. Parce qu'en fait, il faut pas, pour être crédible, il faut présenter les faits. Et les faits, c'est la vérité. Voilà pourquoi vous trouverez dans le livre plusieurs articles du Cameroun Tribune que j'ai rédigés il y a 30-35 ans, les photos du président Paul Biya, les photos des dons que j'ai donnés à la police, la gendarmerie il y a 35 ans. Donc il faut... Et puis je parle du président Paul Biya comme un chef d'État ayant un destin hors du commun. C'est-à-dire, le président Paul Biya représente un don. On peut dire que c'est un don de Dieu pour le Cameroun. Donc nous devons travailler derrière le président
en disant que c'est lui le guide et nous sommes derrière. Parce que, vous savez, dans ce livre, je parle de l'école de la vie. Et que quand vous avez la chance d'être à côté du président Paul Biya, il vous met dans l'école de la vie. Une école où on apprend les choses tous les jours. Et avec le président Paul Biya, je vous rassure, on apprend tous les jours. Alors, ce sera la dernière question. Vous ne nous dites pas combien il pèse, mais c'est une douzaine de kilos sur une bonne pesée. Alors, au sens politique, de quel poids pourra peser cet ouvrage que vous décrivez si bien, que j'ai lu avec une certaine passion sur le cours des événements de l'heure? Vous savez, c'est pour dire aux gens, vous savez, le président Paul Biya a dit quelque chose en 1992, il ne faut pas jouer avec le Cameroun. Et j'ai récité ça plus de 9 fois dans ce livre. Il ne faut pas jouer avec le Cameroun. Et c'est aux hommes politiques, ceux de l'opposition. Vous avez constaté qu'à notre jeune âge, le président Paul Biya avait dit l'œuvre de construction nationale, c'est d'ailleurs ici à la fin, je cite bien, ça c'est le président Paul Biya. C'est 1983. L'œuvre de la construction nationale est ouverte à tous. Personne n'est exclu et personne ne doit s'exclure. Donc le chef de l'État intègre tous les Camerounais dans cette œuvre de construction nationale, dans cette œuvre de l'édification de notre destin commun. Une démarche inclusive. Inclusive. Donc c'est pour dire aux gens, vous n'avez pas forcément besoin de créer un parti politique pour dire que vous aimez le Cameroun. Vous n'avez pas besoin de créer les associations. À cette époque-là, le chef d'État a demandé à la jeunesse, il faut participer à la construction nationale. Nous avons constaté, par exemple, que l'hôpital central n'avait pas d'ambulance. 88, nous avons fait modestement un geste d'ambulance à l'hôpital central. Nous avons donné des véhicules à la police il y a 35 ans. Donc c'est ça l'amour de son pays. Personne n'aime ce pays plus que le président Paul Biya, qui a cette faculté de mettre tout le monde à l'intérieur de la République. Et il dit, chacun à son niveau doit travailler pour la Constitution nationale. Et il prévient, il faut éviter d'emprunter des raccourcis faciles. Parce que les raccourcis faciles amènent, n'est-ce pas, à la paresse, à l'imposture et à la destruction de l'État. Donc suivez bien les discours du chef de l'État. Je dis, à chaque fois que le président Paul Biya prononce un discours, un Camerounais normal doit prendre le document pour lire et mieux le comprendre. Voilà pourquoi son discours du 6 novembre. On vous a vu, vous l'avez distribué partout où vous êtes passé. C'est une feuille de route très importante. Le discours du chef de l'État, du 6 novembre, c'est une feuille de route importante. Et je pense qu'une fois de plus, derrière la conduite éclairée de son Excellence Paul Biya, le Cameroun sera toujours un grand pays. Tribune spéciale sur PSTV, la chaîne de télévision de la présidence de la République du Cameroun. Notre invité, Paul Atanga-Dji, ministre de la République, auteur. Merci, monsieur le ministre, au nom de PSTV, pour votre disponibilité. On espère vous retrouver très bientôt sur d'autres plateformes. Merci une fois de plus. C'est un honneur pour moi de recevoir cette belle chaîne que je regarde tous les jours. Je vous remercie.